Oui, donc je suis Olivier Cassé, gérant ISR sur les actions européennes chez General Investment. Donc en deux mots, General Investment, c'est la société de gestion du groupe d'assurance Generali. On gère environ 450 milliards d'euros. Alors l'essentiel de ces encours sont gérés pour le compte du groupe, pour l'assurance. Et on a une filiale General Investment Partners qu'on a créée début octobre qui est dédiée à la gestion des actifs d'une clientèle externe au groupe. Pour répondre à cette question. C'est pour ça qu'on n'est pas intrusif quand on est actionnaire, c'est pour ça. Enfin, oui, là je disais, mais intrusif, parce qu'intrusif a une connotation négative, alors qu'en fait il peut y avoir une intrusion pour changer le right balance, quoi. J'ai mis un mot anglais pour... Le point clé, à mon avis, quand on parle d'investissement responsable, c'est de notre côté, asset manager, c'est d'avoir de l'investissement responsable. Ça veut dire, pour moi, c'est accompagner l'entreprise. Et la question est excellente, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement d'aller choisir les bons élèves. Je pense qu'on est là aussi pour faire ce qu'on appelle de l'engagement, donc discuter avec l'entreprise, discuter avec les dirigeants d'entreprise, pour accompagner les entreprises, pour améliorer leurs pratiques. Parce que, in fine, que ce soit pour un investisseur institutionnel ou pour du gérant ou un investisseur particulier, quand on fait de l'investissement socialement responsable, on veut tout simplement avoir un monde meilleur, que ce soit sur des sujets liés à l'environnement ou au social. Et si on investit que dans les bons élèves, au final, c'est pas comme ça qu'on rend forcément le monde meilleur. Il faut aussi accompagner des acteurs qui ont des pratiques un petit peu plus contestables sur l'environnement et du social, et essayer de leur faire changer ces pratiques-là. Et c'est comme ça que, globalement, on peut avoir un résultat final qui évolue dans le bon sens. Et derrière l'investissement socialement responsable, c'est pas juste de l'investissement, c'est vraiment du dialogue avec les entreprises. Et donc les gérants, qu'ils soient gérants actions ou obligataires, doivent en effet faire ce nouveau job, parce que l'ISR, ça existe depuis, moi ça fait 20 ans, 25 ans que je suis dans le métier, ça fait 20 ans, 25 ans qu'il y a l'ISR, ça n'a jamais véritablement décollé, mais là on est un peu une industrie un petit peu nouvelle. On voit bien que les acteurs sont en train de s'organiser, en train de se chercher, hein. C'est un peu comme on dit dans notre jargon, work in progress, donc on doit aussi améliorer nous également nos pratiques, et tout ça avec l'objectif ultime d'améliorer les pratiques des entreprises. Intelligence collective, enfin de l'instance du bien commun, on est dans le centre de l'histoire. Olivier, justement, je voudrais rebondir par rapport à ça. Chez Generali, alors Olivier, présentez-vous par rapport à d'abord sur la fameuse définition, l'ISR, l'ESG. Ouais. On parle de quoi en fait? On a commencé à aborder le sujet tout à l'heure, alors un petit peu comme chez AXA, hein. Je pense que les assureurs ont un rôle à jouer dans ce nouveau monde de l'investissement socialement responsable. Pour une raison très simple, hein, juste vous redonner un chiffre, l'année dernière, le coût pour le secteur de l'assurance des catastrophes naturelles, c'est 150 milliards de dollars. Donc on voit bien qu'encore plus pour un assureur, faire de l'investissement, et qui a fortement augmenté, faire de l'investissement responsable, c'est dans notre ADN, c'est pas nouveau, hein, je pense que chez AXA c'est pareil. Nous on a mis en place une méthodologie là, depuis 2010 où on analyse tous nos investissements sur des critères liés à l'environnement, au social et à la gouvernance. Et je dis bien E, S et G, c'est pas juste de l'environnement, juste du social, et ça permet aussi de répondre à votre question. C'est vraiment ces trois critères-là qui sont importants pour nous. Juste pour vous donner un exemple, hein, c'est peut-être pas le bon exemple, mais aller installer des panneaux solaires dans un champ, si au final ce panneau solaire est fabriqué par des enfants en Chine, pour moi c'est pas de l'investissement responsable. Peut-être que ça répond à une thématique liée à l'environnement, mais pour moi c'est pas de l'investissement responsable. Donc on est vraiment avec en plus un transport avec beaucoup d'émissions CO2, bien voilà. sûr. Donc on est vraiment dans une analyse complète des pratiques des entreprises sur l'environnement, le social et la gouvernance. Et comment on s'est organisé chez General Investment? On a séparé la gestion de l'analyse extra-financière. Ça, c'est pour moi un point fort et un atout dans notre organisation, parce que je considère personnellement, alors moi je suis côté gestion, pas côté analyse extra-financière, je considère qu'on a un conflit d'intérêts entre les deux métiers. C'est-à-dire que si vous avez un gérant qui recherche la performance et que vous lui demandez de faire l'analyse extra-financière d'une entreprise, je pense qu'il ne va pas être aussi regardant et aussi bon qu'un analyste qui passe son temps, et entièrement son temps, sur l'analyse des pratiques liées à l'environnement social et à la gouvernance des entreprises. Donc nous, on a vraiment séparé les deux activités. Donc on a une vingtaine de personnes, on a 5 personnes sur Paris qui font l'analyse extra-financière des sociétés européennes. On a 15 personnes à Rome qui font l'ensemble de ce qu'on appelle l'engagement, donc du dialogue avec les entreprises sur justement ces pratiques ESG, et qui s'occupent de votes aux assemblées. Donc on a 20 personnes qui sont chez General Investment dédiées en effet à cette analyse au sens large des pratiques ESG des entreprises. Et ensuite, comment travaille cette équipe d'analyse? C'est simple, c'est une approche qui est sectorielle. C'est-à-dire qu'on va venir définir pour un secteur donné les critères extra-financiers qu'on considère comme étant pertinents
dans l'analyse extra-financière des sociétés. Je m'explique, si on travaille sur le secteur du textile, on va regarder bien évidemment le critère lié au social du travail des enfants. Ce critère-là qui n'est absolument pas pertinent si on fait l'analyse extra-financière du secteur financier. On a plein de défauts dans le secteur financier, mais pas celui-ci. Donc encore une fois, on va venir identifier des critères pertinents dans l'analyse d'une société par rapport à son secteur. Et une fois qu'on a défini ces critères qu'on juge comme étant vraiment pertinents, alors ça dépend des secteurs, mais on a entre 5, 6, 7 critères extra-financiers qu'on a jugés comme pertinents pour l'analyse d'un secteur, là on rentre dans une démarche d'engagement. C'est-à-dire qu'on rentre en contact avec l'entreprise et on leur demande concrètement des réponses par rapport à ces questions sur ces 6 ou ces 7 critères. Et une société qui ne va pas répondre à notre questionnaire sera automatiquement exclue de nos investissements. Donc c'est un audit, il y a des critères. C'est un audit, mais on revient aussi tout à l'heure, et c'est surtout le sujet du greenwashing, et je pense que à demander trop de, comme je dis souvent, le mieux est l'ennemi du bien, et à demander trop de standardisation pour vouloir avancer, c'est vrai que ça facilite les choses, mais c'est à mon avis pas non plus la bonne solution, parce que vous venez exclure en faisant ça toute une partie d'investissement, parce qu'on sait bien que vous avez des groupes et des grandes entreprises qui ont des moyens pour communiquer, pour être très très forts, et puis vous avez des plus petites entreprises, des PME, qui n'ont pas ces moyens-là. Et ce n'est pas pour autant qu'elles ne font pas, en effet, qu'elles n'ont pas des pratiques qui sont respectables sur ces sujets liés à l'environnement social et à la gouvernance. Et en ayant cette démarche véritablement personnalisée, on ne demande pas de la communication aux entreprises, on demande tout simplement des réponses précises à ces enjeux qu'on juge, nous, clés. Et une fois qu'on a pu avoir ces réponses de la part des entreprises, hein, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 2010, donc on a 8-9 années d'historique c'est une base de données qui vaut de l'or. Avec des critères qui évoluent dans le temps. Avec des critères qui peuvent évoluer, mais généralement sur l'analyse d'un secteur donné, entre ce qu'on avait il y a quelques années et aujourd'hui, ça n'a pas véritablement évolué. Et donc on va avoir les réponses à ces questions-là sur leur pratique, et on va pouvoir noter les entreprises par rapport à leur secteur, et on va pouvoir classer les entreprises au sein de leur secteur. Et dans les fonds ISR Maison, on va tout simplement venir exclure de nos investissements toutes les sociétés qui n'obtiennent pas la note moyenne du secteur. Et ça, c'est, je pense, General Investment est certainement l'asset manager et l'investisseur le plus strict et le plus discipliné là-dessus. Ça veut dire qu'on vient exclure 45% des émetteurs d'un secteur donné. Juste pour vous donner l'exemple au niveau européen, le MSCI Europe, vous avez à peu près 500 valeurs. Vous venez exclure 200 valeurs liées à cette approche ISR. Ce qui réduit le choix. Ouais. Ce qui réduit le choix, ce qui fait, je pense, de cette méthodologie la plus stricte de l'industrie. En tout cas en France ou en Europe, je n'ai pas à ma connaissance d'acteurs qui n'ont un taux d'exclusion assez élevé. Alors ce qui veut dire pour moi, derrière, en tant que gérant, c'est une contrainte forte dans mes investissements, mais ce qui nous permet de répondre aujourd'hui à la demande de nos clients, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, qui est de dire on fait de l'investissement responsable. Au niveau d'exigence. Au niveau des exigences. Ça demande du travail, et on revient là-dessus. Je pense que malheureusement, au niveau de notre industrie et de l'asset management, il n'y aura pas de la place pour tout le monde parce que ça demande énormément de moyens. Et malheureusement, un petit asset manager aujourd'hui ne peut pas avoir ces moyens. Alors peut-être qu'il va travailler différemment, encore une fois, c'est une approche qui peut être respectable. Est-ce que ça pourrait être sous-traité par exemple, comme StockX qui pourrait faire ce travail Je pense encore une fois, on le voit je pense qu'il y a quasiment autant de définitions de l'ISR que de gérants sur la place que de clients. Donc vouloir encore une fois standardiser une analyse extra-financière, à mon avis, c'est quelque chose c'est mission impossible. Il y a des approches qui sont différentes et c'est très bien, ça permet d'ailleurs aux asset managers de se différencier les uns des autres. Et ça permet beaucoup de faire des benchmarks et de voir des différences. Et voilà, exactement. Et après, nous, on communique beaucoup, donc il y a un peu de pédagogie pour expliquer justement comment on travaille, et c'est quelque chose qui est apprécié des clients à la fois institutionnels et de particuliers. Encore pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, encore plus parce qu'on a cette méthodologie en place depuis 2010, on a cette crédibilité en étant la société de gestion d'un grand groupe d'assurance avec une méthodologie qui est claire, des équipes dédiées qui sont claires, et un niveau d'exclusion qui est très important, qui nous permet aujourd'hui de dire oui, cette méthodologie nous permet d'investir de façon responsable sur les critères E, S et G au niveau des entreprises européennes. Alors si on prend l'actualité, même si on a été un petit peu couvert par une certaine couleur de gilet en ce moment en France, chez Renault, est-ce que anticiper cette problématique qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un aurait pu l'anticiper, mais en tout cas par rapport aux investissements il y a 1 an, 2 ans dans le secteur de l'automotive, c'était quoi votre position? Alors, chez Renault, on le savait, il y avait déjà des sujets de gouvernance. Pour être totalement transparent, nous c'est un groupe qui ne passait pas notre filtre ISR, mais pas pour ce sujet-là. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai expliqué notre méthodologie tout à l'heure, quand on faisait l'analyse extra et quand on fait l'analyse extra-financière du secteur automobile aujourd'hui,
on veut à tout prix éviter le risque du Dieselgate de Volkswagen. C'est-à-dire que on a regardé concrètement les cas des entreprises, de celles qui pouvaient être impliquées dans ces éventuels scandales. Alors, ils sont nombreux, malheureusement, au niveau des constructeurs automobiles européens, et donc au niveau du secteur européen d'automobile, on est venu exclure toutes les sociétés qui pouvaient être touchées par le Dieselgate. Parce qu'on ne veut pas, quand on vend à un client un fonds ISR, on ne veut pas qu'en effet, dans les principales lignes, éventuellement, on a ce type de scandale qui émerge. Alors encore une fois, c'est une approche stricte et très disciplinée. Le risque zéro, je pense qu'il n'existe pas. On peut très bien avoir des scandales qui ne sont tout simplement pas anticipables, même après une analyse très fine. Mais juste pour donner cet exemple-là, alors on évite d'être totalement transparent sur les acteurs qui passent et qui ne passent pas, mais parce que, encore une fois, je parlais tout à l'heure d'accompagnement d'entreprise. On n'est pas là pour pointer du doigt certains acteurs. On est là pour essayer de les aider à améliorer les choses. Donc, on a pu discuter avec Renaud sur des sujets de gouvernance. Pas la photo, mais le film et la dynamique. Tout à fait. Alors, Olivier, en étant direct, vos vraies convictions, parce que je pense que on est dans un domaine de conviction aujourd'hui, surtout si on le fait avec conviction et qu'on a la performance, là, c'est la fête. Vos convictions vraiment dans le domaine de l'ESG, quel est l'impact que vous avez, vous voulez faire, et puis ensuite, on va parler un peu de résultats, parce que concrètement, les fonds, quand vous êtes arrivé, quelle a été l'évolution de la collecte ou l'évolution des performances? Parce qu'on est tous dans le « ok, on veut être responsable », mais quand on est investisseur institutionnel ou particulier, on veut être responsable, mais si on gagne de l'argent, c'est quand même mieux. Après, on peut tolérer, suivant ses convictions, de dire « ouais, je contribue à la planète, mais quand même ». Je pense qu'il y a un cercle vertueux en étant performant dans le management, dans l'organisation, dans le côté green, etc. et avoir des bons résultats. Malheureusement, il n'y a pas énormément de sociétés cotées. Peut-être, il y en a peut-être, ou des fonds, mais c'est ce qui m'intéresse. Donc voilà, conviction, évolution des fonds et performance. Juste un constat et une grosse conviction, et ça a été effleuré tout à l'heure au niveau de la présentation par la société Stock, c'est que je pense que l'ISR, qui était une niche précédemment, devient une référence. On le voit déjà dans certains pays, et l'Europe est en avance, et en Europe, il y a des pays, notamment en Europe du Nord, qui sont encore plus en avance. Et moi, j'ai des gros clients en Belgique, institutionnels. En Belgique, il faut savoir que quand vous vendiez un produit d'épargne financière dans des réseaux, c'est un produit qui est ISR. Par défaut, il est ISR. Et d'ailleurs, les conseillers, en effet, dans les questions qu'ils posent aux clients, aujourd'hui, il y a de plus en plus de réglementation, c'est en gros, vous devez décocher la case ISR sur demande du client, mais par défaut il veut de l'ISR. Et ça, je pense que c'est une tendance lourde, et je pense qu'on ne fera pas marche arrière par rapport à ça. Demain, ce sera la référence. Et là, je pense qu'on est, alors sans rentrer dans des débats philosophiques, c'est une tendance structurelle, c'est un phénomène de société, on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'alimentation, aujourd'hui, on veut manger plus sainement, on achète du bio. Par rapport à l'achat d'un véhicule, on arrête d'acheter du diesel, on veut un véhicule plus propre. Dans les investissements, pareil, on veut quelque chose de plus responsable. Il y a aussi l'influence quand même des responsables, des gouvernements. Le diesel, ça ne pollue pas. D'ailleurs, on met des tuyaux d'échappement qui permettent de manger les particules. Et puis ensuite, on dit, bah non, en fait, c'est pas ça. Donc, je pense que l'influence est quand même spectaculaire, soit dans la communication en disant c'est dangereux, c'est pas dangereux. C'était vrai pour il y a 20 ans, il y a 30 ans, le mercure, l'amiante, le plomb, etc. Alors, ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai que c'est de se dire, en tant que choix d'investissement, on est obligé de faire confiance sur des experts qui sont experts et qui se contredisent. Parfois, c'est comme la météo ou les crises économiques. Mais à un moment donné, il faut bien prendre un statut en disant, bah voilà, ça, et ensuite, on travaille là-dessus. Donc, il y a des convictions. Les choses avancent, enfin, ça a été évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'on a notamment en France le label ISR. Donc on gère des fonds qui ont ce label ISR. Donc c'est une certaine certification de la méthodologie qui est utilisée pour faire l'analyse extra-financière des entreprises. Donc ça, c'est un point important. Je pense que, comme dans toute grande tendance, je le disais tout à l'heure, les choses sont en train de progresser, ça va prendre du temps, mais c'est vrai que le fait d'avoir comme ça un petit peu un tampon qui vient officialiser et reconnaître une certaine méthodologie, c'est quelque chose de plutôt de positif. Et on le voit, aujourd'hui, vous avez à peu près sur le marché français 180 fonds qui ont ce label ISR, essentiellement des fonds actions, mais qui ont donc ce label qui est un label d'État, qui a été créé par le ministère des Finances. Mais dans la contrainte,
Quel niveau d'exigence? qui est, encore une fois, c'est jamais parfait, mais je pense que l'idée, c'est ce qu'on demande à nos investissements, à nos émetteurs, et on se l'applique à nous, c'est-à-dire que ça va plutôt dans le bon sens, et encore plus par rapport à une clientèle de particuliers. Je pense qu'il faut avoir des choses qui rassurent sur, en effet, le côté professionnel d'une certaine approche. Donc ça va plutôt... Petite question sur ce sujet-là, la répartition, si on a cette information, entre les investissements des institutionnels et des particuliers, parce qu'on sait bien que les particuliers, à un moment donné, font aussi un peu le marché, ça c'est l'aspect culture qui évolue. Est-ce qu'on a une répartition de volume et une tendance? Je pose la question, est-ce que c'est 50-50, 80-20, la loi du Pareto? Sur quoi? Entre voilà, les investissements institutionnels et le retail. Chez Ecofi Investissement, on est environ à 8% des investisseurs retail. La restante partie, c'est l'investissement institutionnel. Et avec une évolution? Plutôt, les retail gagnent de plus en plus. Donc, ce qu'on voit, enfin, c'était évoqué tout à l'heure, je pense qu'avec l'article 173 en France, il y a eu une vraie demande de la part des institutionnels. Forcément, quand on demande plus de transparence sur l'intégration des critères ESG dans une politique d'investissement, forcément, ça fait réagir ces investisseurs. Donc, on a une vraie demande de la part de la clientèle institutionnelle. Mais c'est en train d'arriver, là c'est ce que je disais à l'instant, c'est aussi un phénomène de société, c'est aussi en train d'arriver sur la clientèle de particuliers. Et puis après, ce qu'on est en train de voir face à ce phénomène, c'est que l'offre va créer la demande. C'est-à-dire qu'on a vu des grands asset managers sur la place qui ont décidé quasiment du jour au lendemain de passer totalement leur offre de produits à une offre qui est qualifiée ISR. Donc à partir du moment où, un peu comme en Belgique, où tous les produits seront ISR, forcément les clients n'auront pas d'autre choix que d'aller faire du produit ISR. La culture évolue. Voilà. Et c'est là où on revient sur votre question clé tout à l'heure, qui est derrière cet investissement socialement responsable, est-ce qu'on crée de la valeur? Alors certes, on va créer de la valeur en investissant de façon plus responsable, mais après, on revient in fine toujours au même sujet, est-ce qu'on crée de la performance sur ces approches-là? Et la question très souvent qu'on a de nos clients particuliers ou institutionnels, c'est en gros, est-ce que votre méthodologie d'analyse crée de la valeur? Parce que sur la question est-ce que l'ISR crée de la valeur ou pas, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Vous trouvez autant d'études qui vous expliquent que ça crée de la valeur que d'études qui vont dire que ça n'a jamais démontré. Il y a la valeur financière, parce qu'il y a l'extra-financière. Ouais, bien sûr. On est tous d'accord. Donc je pense qu'il n'y a pas de réponse unique. Et l'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, chaque gérant a sa définition et sa méthodologie. Et donc c'est concrètement à nous, en tant qu'asset manager, d'apporter des réponses à ça. C'est-à-dire qu'on explique notre méthodologie et concrètement, on donne des exemples. Alors nous, c'est ce qu'on fait par exemple sur le secteur de la santé. Je crois qu'on a une slide là-dessus qui est la suivante. Là, on est venu noter en effet l'ensemble des sociétés européennes sur le secteur de la santé. Vous voyez ici les performances de toutes ces valeurs de la santé sur 3 ans. Ce sont des performances annualisées. Et vous avez en rouge les sociétés qui n'ont pas passé notre filtre ISR et celles qui, en gris, qui ont passé le filtre ISR. Et c'est comme ça qu'on apporte, nous, une réponse qui est de dire que, vous voyez, parmi les sociétés qui ont le moins bien performé, vous avez une partie importante de sociétés qui n'ont pas passé ce filtre ISR. Et pourquoi ça fonctionne assez bien avec cette méthodologie-là? Quand on reprend l'exemple de la santé, quand on fait l'analyse extra-financière, parmi les critères qu'on a retenus, ce sont des critères qui sont liés par exemple à la sécurité, à la qualité des médicaments. Ça pour nous, quand on analyse une société pharmaceutique, c'est quelque chose de clé. Donc regardez la sécurité du pipeline, du portefeuille produit. Et regardez également un autre critère, l'ensemble des pratiques commerciales de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un secteur dans lequel on n'accepte pas qu'une entreprise soit agressive sur le plan commercial. Et quand vous avez ces deux critères-là en tête et que vous faites l'analyse extra-financière du secteur sur ces deux critères-là, vous voyez très très bien que les sociétés qui ont eu des problèmes de sécurité sur leurs médicaments ou qui ont été tout simplement, qui ont eu des amendes et qui ont été condamnées pour une agressivité commerciale trop forte, ce sont des sociétés qui ont été pénalisées par les marchés. Et alors, encore une fois, on n'aime pas être transparent, mais juste donner un exemple que tout le monde a en tête. Et parmi les 3 plus mauvaises performances que vous avez là, vous avez le groupe Bayer. C'est typiquement l'exemple d'une société qui a eu un problème, en plus avec Monsanto et le glyphosate, un problème de sécurité sur un de ses produits. Et Bayer, cette année, on doit être à moins 40 ou moins 45%. Donc vous voyez qu'avec cette méthodologie, c'est comme ça qu'on apporte une réponse sur la création de valeurs financières par rapport à l'approche ISR, qui est de dire qu'on voit bien que sur ce secteur-là en particulier, on a une vraie corrélation entre le score ESG de l'entreprise et sa performance financière. Et là, on a donné l'exemple de la santé, mais il y a d'autres exemples comme ça. Juste peut-être pour en terminer là-dessus, sur le secteur bancaire, autant, je vous disais, on ne regardait pas le critère du travail des enfants. Quand on analyse le secteur bancaire, un sujet important, c'est de regarder l'implication de la banque dans tous les litiges qu'ont connu le secteur bancaire.
Y a-t-il un exemple en Europe là-dessus? Là, je pense qu'on l'a tous en tête. Hein. J'espère qu'il n'y a personne de cet établissement, mais ça ne le surprendra pas. Plutôt dans le nord. Un groupe comme Deutsche Bank, c'est simple, hein, qui est impliqué quasiment dans tous les litiges qui ont été condamnés en Europe et aux États-Unis. Regardez la Deutsche Bank depuis 10 ans, c'est un groupe qui a perdu 90% de sa valeur. 90% de sa valeur. Et là, on est sur un horizon long de temps qui est très très long. Et à l'inverse, selon notre méthodologie, la banque au niveau européen qui est la mieux notée, c'est une banque nordique, on revient là-dessus, c'est une banque suédoise, c'est Handelsbanken, sur 10 ans, Handelsbanken. Alors, si vous regardez depuis début 2007, c'est une banque qui a triplé sa valorisation, et depuis fin 2008, c'est une banque qui a doublé sa valorisation. Donc on voit bien que là, encore une fois, sur ce secteur-là, on a une corrélation entre le score ESG de l'entreprise et sa performance. Alors là, on est dans la généralité, on est sur la société, et un gérant comme vous avez pris un fonds il y a combien de temps? Alors on a créé un fonds qui combine à la fois cette approche ISR et l'approche thématique sur le vieillissement de la population, encore une fois, hein, comme AXA. En général, ce sont des sujets importants quand on est assureur. Et l'idée, c'est de venir investir dans des sociétés qui vont bénéficier du vieillissement de la population. Et donc on a construit ce portefeuille-là sur 3 piliers qui sont tout simplement liés au cycle de vie de l'individu. C'est-à-dire qu'on va investir dans des entreprises qui sont liées à l'épargne et à la retraite, parce qu'une personne, quand elle arrive sur les 5 ou 10 dernières années de sa vie professionnelle, va épargner. Donc ça, les acteurs présents sur l'épargne retraite bénéficient de ça. Donc on a une partie du portefeuille qui est construit sur l'épargne retraite, on a une partie du portefeuille qui est construite sur tout ce qui est lié à la consommation, parce qu'on sait très bien que les seniors ont des besoins et des demandes en termes de consommation qui sont différents de la moyenne de la population. Et in fine, bien évidemment, on a en fin de vie une explosion des dépenses de santé de l'individu, donc on a une partie du portefeuille qui est positionnée sur la santé. Donc c'est un portefeuille qu'on a construit sur trois piliers, l'épargne retraite, la consommation et la santé. Et ce fonds-là, on l'a lancé, ce produit-là, on l'a lancé il y a 3 ans, et il a de très très bonnes performances, juste sur les performances et la collecte. Et les bonnes performances de ce fonds-là, elles sont liées aussi à cette approche ISR. On l'a démontré sur la partie santé, la corrélation entre score ESG et performance financière. Et donc on l'a créé il y a 3 ans. Il y a 2 ans, ce fonds faisait 50 millions. L'année dernière, il faisait 150 millions. Et aujourd'hui, on a 340 millions. Donc vous voyez que juste sur ce fonds-là, en effet, on a su... Alors malheureusement, l'effet marché n'est pas ultra positif. Il est positif, mais en effet, ce n'est pas ça qui explique l'évolution des encours. Tout simplement parce qu'en effet, cette approche ISR a démontré qu'elle pouvait créer de la valeur et combiner une approche thématique qui plaît à une partie importante de la clientèle, encore plus aujourd'hui parce qu'on voit bien qu'on n'a plus du tout de visibilité sur les marchés financiers, et donc le fait d'investir dans des sociétés qui vont bénéficier d'une thématique porteuse, qui est une thématique sociale, donc pas économique ou pas financière. Le vieillissement de la population, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon du mégatrain, donc qu'on soit en récession ou pas en Europe demain, le vieillissement de la population est là. Donc on investit sur des sociétés qui ont de fortes chances d'être en croissance du fait du vieillissement de la population, et qui sont des sociétés qui, en passant cette méthodologie d'analyse ISR, sont des sociétés qui ont des bonnes pratiques liées aux enjeux de l'environnement, du social et de la gouvernance. Et on peut parler de performance et donc les performances, voilà, alors c'est un fonds qui n'a pas de benchmark, mais on a fait une slide aussi là-dessus. Depuis le voilà. C'est un fonds qui a progressé de 15%, là où le MSCI Europe a progressé de 8%, encore une fois sur la période, sur les 3 dernières années. Et je parlais tout à l'heure des 3 piliers que sont la santé, la consommation et l'épargne retraite. Vous voyez, j'ai mis ici les indicateurs MSCI. Alors je suis désolé par rapport à Monsieur Stocks. Le prochain coup, on mettra les indicateurs Stocks. Mais vous voyez que ces indicateurs-là n'ont pas bien performé par rapport au marché. Et nous, on a su afficher une belle performance sur la période, en tout cas nettement supérieure à tous ces indices-là, du fait de cette approche également. Donc je résume, une collecte qui s'améliore et des performances qui battent un indice. Voilà. Et encore une fois, un vrai intérêt. On est dans le sens de l'histoire, c'est qu'il y a un changement de paradigme entre avant, on n'y croyait pas trop pour ceux qui vendaient. D'ailleurs, ceux qui voulaient acheter n'y croyaient pas trop, et on n'avait pas de collecte, et en plus les rendements étaient on ne peut pas dire inexistants, mais ils n'étaient pas très attractifs. Là, on a un schéma qui évolue, et on voit dans les collectes, on voit dans les performances. Ça veut dire que les convictions sont alignées maintenant avec ce qu'on constate dans le marché.